Merci beaucoup. Cher Vera Sangwe, secrétaire exécutif de la CEA, cher Rebecca Greenspan, la Knesset, cher Peter Henry, qui nous a rappelé le reggae avec Bob Marley, No Woman No Cry, ça nous renvoie à des souvenirs impérissables. Cher ministre des Finances du Sénégal et ministre de l'Économie, ainsi que les honorables distingués ministres africains des Finances, de l'Économie et de la Planification, chers représentants, gouverneurs de banques centrales des pays membres de la CEA, gouverneurs ou directeurs de banques de développement, membres du personnel diplomatique, distingués représentants du secteur privé, la société civile, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer tous les participants qui ont pu échanger avec nous à travers la vidéo. Je salue en particulier chez Michel Kandossi, ainsi que notre sœur Ngozi Jean-Claude Iwola, et tous ceux qui ont pu apporter une belle contribution dans ce débat qui vient à son heure. Je voudrais avant tout, au nom de l'ensemble des chefs d'État du continent, vous souhaiter la bienvenue et surtout un agréable séjour au pays de la Teranga. Merci donc à tous pour votre participation à cette 54e session de la conférence des ministres des Finances, de la Planification et du Développement économique de la CEA. Vera, merci également pour la co-organisation de cette rencontre qui se tient opportunément après plus de 2 ans de crise profonde aggravée depuis février dernier par l'impact de la guerre en Ukraine. Le moins que l'on puisse dire est que nos économies se trouvent dans un état de fatigue générale, dont, hélas, nous ne mesurons encore ni l'ampleur ni la durée. Et c'est là le problème. On ne peut pas aujourd'hui faire de projection, puisque personne ne sait quand est-ce que cette crise va s'arrêter. Nous pensions après 2 années de Covid que nous sortions de la Covid. On commençait à parler de l'économie post-Covid. Voilà que la guerre en Ukraine a commencé. Et cette guerre qui a ses impacts sur la planète entière, mais surtout sur l'Afrique, va définitivement, de par ses impacts, compromettre totalement toute perspective de reprise économique. Que toutes les solutions qui ont été préconisées avant, aujourd'hui sont aux oubliettes. Et c'est pourquoi je reviendrai après mon message sur la nécessité pour l'Afrique vraiment d'élever la voix, de faire porter sa voix, non seulement par les chefs d'État, mais aussi par vous, les ministres, qui êtes nos représentants auprès des institutions internationales. Il y a le plaidoyer politique des chefs d'État, mais il y a la défense des positions de l'Afrique devant ces institutions internationales dont vous avez la charge, vous, ministre des Finances, ministre de l'Économie et de la Planification. Et je sais que vous êtes plus sensibles que nous sur les pressions. Parce que, hélas, on vous prend à Washington, au fond, à la banque, faites ci, faites ça, conditionnalité A, B, C, sinon on ne décaisse pas. Et souvent, vous dites à vos chefs d'État, bon, on est obligé quand même, Monsieur le Président, d'augmenter ceci, d'augmenter les prix, de faire ceci, de faire cela. Aujourd'hui, Michel Kandossi l'a dit, c'était le directeur général du Fonds monétaire. Tout le monde est d'accord que les conditions actuelles, les paramètres qui permettent la gouvernance économique mondiale sont dépassés et inadaptés à la réalité. Tout le monde est d'accord.
À quoi bon donc continuer à imposer à l'Afrique de respecter des cibles de déficit dans une crise aussi grave, une double crise de la Covid, de la guerre avec ses impacts sur l'Afrique, de nous dire vous ne pouvez pas dépasser un déficit de 5%, 6%. Ça n'a aucun sens aujourd'hui par rapport à la réalité de nos pays et à la situation que vivent nos peuples. Et ça, vous devez porter ce combat. Puisque c'est le combat que l'Afrique vous demande de porter. Je voudrais, sur les dernières projections des institutions internationales, qui prévoient un taux de croissance atone pour l'Afrique subsaharienne en 2022. Un taux de croissance atone, cela veut dire que la richesse par habitant, rudement éprouvée, comme je l'ai dit, par l'effet conjugué de la pandémie et de la guerre en Ukraine, continuera de baisser. Et quand la richesse baisse, la pauvreté augmente. C'est automatique. Une situation qui remet en cause non seulement nos prévisions et nos planifications, mais aussi qui remet en cause la trajectoire d'émergence que nos pays avaient empruntée ces dernières années. L'Afrique a connu une belle décennie de croissance, avec des taux de croissance régulièrement plus élevés que la moyenne mondiale. Alors, les choses, nous devons nous le dire clairement, si ces conditions devaient perdurer, c'est l'atteinte même des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 qui sera définitivement compromise. Et je pense que nous avons ici deux éminentes représentantes du secrétaire général des Nations Unies. Tout le combat sur les ODD, tout ça va partir en fumée. Je sais que nous ne devons pas, malgré cette gravité et la gravité de la situation, nous ne devons pas baisser les bras. Nous n'avons d'autre choix que de continuer à rechercher les voies et moyens les plus appropriés dans l'urgence pour atténuer les effets de la crise sur nos économies et envisager la relance économique. Et c'est le sens de la rencontre de Dakar aujourd'hui sur le financement de la relance de l'Afrique par des solutions innovantes. Il faut dire que la soudaineté et la superposition des deux chocs nous obligent à sortir des schémas classiques qui ont déjà montré leurs limites, même en temps normal. Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'effectivité des droits de tirage spéciaux pour nos pays. Je veux dire, et là je vais m'arrêter un peu pour revenir quand même sur ce point de DTS, puisque ce point nous a occupé pendant une année, à travers différentes conférences, à Paris d'abord au mois de mai 2022, et depuis lors, en dehors de l'émission de DTS, on l'a dit, de 650 milliards sur lesquels l'Afrique n'a que 33 milliards de dollars. 5%. 5%, c'est ce que nous pesons par rapport aux règles qui gouvernent le monde. Est-ce que nous pesons réellement 5% sur l'économie mondiale, sur la population mondiale, sur notre place dans le monde? Donc les règles sont injustes. Elles sont dépassées. Il faut donc qu'on ait ensemble le courage de remettre cela en cause avec ceux qui veulent progresser, qui ont un humanisme et une solidarité pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut plus demander la réallocation. Je suis en train de faire un développement. Mon opérateur, je souhaite qu'il s'arrête parce que je suis hors texte. Donc, il ne faut pas qu'il s'affole trop. Il est en train de... Je voudrais donc dire qu'on nous dit, bon, finalement, le Congrès américain n'a pas voulu, donc il ne faut plus parler de la réallocation. Il faut essayer de faire une nouvelle allocation de DTS. Après une année de combat et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait avec nos partenaires, des pays qui étaient en pointe, je salue la France, la Chine,
Puis les États-Unis avaient pris des engagements, et même l'Union européenne. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un rétropédalage. Même si certains disent nous sommes prêts, d'autres disent non parce que certaines banques comme la Banque centrale européenne considèrent que si on réalloue, peut-être que c'est des financements, donc il faut revoir le système. Alors, résultat, après une année, rien ne se passe. Rien ne se passe en dehors de notre émission normale. Et tous nos pays ont consommé immédiatement cet argent qui est venu, pour lequel je dois saluer aussi les efforts des partenaires qui ont bien voulu au moins cette émission de BTS. Et il est clair que cette solution n'est pas à la hauteur de la crise. Alors aujourd'hui, on nous invite à réémettre, à refaire une nouvelle émission, puisque la réallocation, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas confiance ou parce qu'on considère que ce n'est pas une priorité. Parce qu'entre-temps aussi, l'Ukraine est là. Donc voilà la situation. Parfois, on est à la fois triste et finalement, on se demande qu'est-ce que l'Afrique doit faire. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Quelle est notre place finalement dans ce monde? Il faut aussi reconnaître et saluer la diligence du Fonds monétaire, je dois le dire, diligence qui a permis de mener le processus, y compris par la mise en place anticipée en avril dernier du Resilience and Sustainability Trust, le RST, en prévision de la réallocation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réallocation. Le fonds a quand même mis en place un dispositif. Mais nous sommes encore loin du compte. D'abord parce que les besoins de financement de l'Afrique estimés à 252 milliards de dollars d'ici 2025, et ça c'était une estimation du Fonds monétaire pour contenir le choc de la Covid et amorcer la relance, sont de loin, aujourd'hui les besoins sont de loin supérieurs au montant alloué à l'Afrique, donc c'est fameux 33, dont 23 pour l'Afrique subsaharienne. Compte tenu aujourd'hui des impacts de la guerre en Ukraine sur l'Afrique, c'est dire qu'elle devrait être revue à la hausse. Je saisis l'occasion pour réitérer l'appel pressant de l'Afrique à la désescalade sur la crise en Ukraine. Nous appelons à un cessez-le-feu unilatéral et à une solution négociée du conflit pour éviter le pire. Nous avons reçu le mandat de l'Afrique de parler et de nous déplacer à Moscou et à Kiev pour demander au président Poutine de créer les conditions qui permettent à l'Ukraine d'exporter ces graines dont nous avons besoin, mais également à la Russie, qu'on puisse lever certaines sanctions qui nous permettent aussi de commencer et d'acheter des fertilisants. Puisque finalement l'Afrique est au milieu d'un conflit sur lequel il n'a aucune prise et il ne peut rien faire. Même si on veut faire le commerce équitable, tout ce qu'on dit là, mais vous ne pouvez pas commercer le SWIFT. Les banques centrales ne peuvent pas commercer, vous ne pouvez pas payer. Comment vous allez vous approvisionner? Et pourtant, le gaz russe n'est pas fermé. Hein. Les robinets ne sont pas fermés, ils continuent à desservir quelque part des pays. Et nous ne pouvons pas nous approvisionner en Russie, nous ne pouvons pas nous approvisionner en Ukraine, nous ne pouvons pas acheter des fertilisants pour l'agriculture. Mais nous allons faire quoi? Qu'est-ce que l'Afrique devra faire? Nous demandons la réallocation de DTS pour relancer notre économie. On n'arrive pas à l'avoir. Voilà le tableau réel. Je dois dire que malgré les engagements pris sur ce sujet, je ne connais pas d'avancée significative, alors que les urgences s'accumulent et deviennent plus pressantes. Outre sa flexibilité sur le niveau de déficit budgétaire et les ratios d'endettement, je veux dire que l'instrument mis en place par le fonds, le fameux RST, pourrait ne pas avoir l'impact attendu pour certains pays. Et nous avons déjà constaté dans la première allocation de DTS
et ça c'est des constats réels, que des pays n'ont pas pu utiliser dès la première année les ressources qui leur étaient allouées dans le cadre des DT du fait des critères sur le déficit budgétaire. Et c'est quand même paradoxal. Vous avez besoin d'argent, c'est comme un malade de Covid qui a besoin d'oxygène. Le médecin est là, l'oxygène est là, mais on dit non, tu ne peux pas prendre parce qu'on n'a pas encore payé l'oxygène, il faut attendre qu'on règle les factures. Entre-temps, quand on va finir les factures, il est déjà mort. C'est ça le problème. Et ces pays n'ont pas pu utiliser ces ressources parce qu'elles n'avaient pas respecté les cibles de déficit. Et donc, la crainte, c'est que les mécanismes, qui sont bien, certainement le font, s'ils ne viennent pas avec de nouveaux critères et de nouvelles conditionnalités qui feront que nous ne pourrons pas satisfaire ces conditionnalités dans ce contexte si pressant. Nous voulons innover, surtout en période d'urgence, en période de pandémie, en période de crise. Il nous faut donc sortir des schémas classiques en faisant appel à des instruments n'impactant pas la dette et le déficit budgétaire. Mais nous n'avons que ces deux paramètres d'appréciation. Et les règles sont rigides. Vous n'avez pas respecté les critères, vous êtes over ceci, vous êtes over cela. Et nous avons des banques centrales très rigoureuses. Je regarde le gouvernement de la BCEAO. Très rigoureuses, c'est bien pour la monnaie, mais et pour l'économie, et pour le peuple. Et quand les gens vont être dans la rue, et ça a commencé, pour exiger la baisse, parce que tout ça va être imputé aux politiques que nous sommes. On est responsable de tout. De l'inflation, de l'augmentation des prix des denrées, de ceci et de cela. Il nous faut des solutions qui sortent vraiment des chantiers battus et des règles qui gouvernent jusque-là, disons les règles de gouvernance mondiale. Alors c'est pourquoi, à mon sens, pour produire les effets escomptés, les nouvelles initiatives de certains partenaires comme le B3W des États-Unis d'Amérique, Build Back Better World, et le Global Gateway de l'Union européenne, à mon sens, devraient s'inscrire dans une approche innovante avec des prêts longue durée en contrepartie de la réalisation de projets d'infrastructures structurantes, comme l'a rappelé Peter. L'infrastructure, c'est fondamental, c'est la base du développement. Et ceci en co-traitance avec le secteur privé africain, et cela me paraît être essentiel, mais sans conditionnalité, parce que autrement, évidemment, ces belles initiatives risquent de connaître les mêmes trajectoires. Il nous faut également voir les autres possibilités au soutien innovant qui résident dans la réforme de l'OCDE, des règles de l'OCDE sur les conditions d'octroi de crédit. Alors je vais m'arrêter là aussi un peu. Mon plaidoyer, qui est celui des Africains, c'est que là aussi l'OCDE a des règles assez strictes, assez rigides. Le crédit export des pays développés qui veulent vendre, nous voulons acheter. Nous avons besoin d'acheter, de construire. Donc ensemble, entre le vendeur et l'acheteur, le dialogue devrait être facile. Mais les règles, d'abord il faut 15% d'acompte. Et là aussi, la notation des pays, du fait de risques surélevés, et ces risques lui-même découlent de ces notations sur lesquelles je vais revenir aussi, qui posent problème par rapport à la perception du risque, qui est très élevée par rapport au risque réel. Et tout cela entraîne un surenrichissement, un renchérissement des crédits, ce qui nous rend moins compétitifs. Donc au fond, le sous-développement, on peut l'expliquer très facilement. En réalité, il y a un corset qu'on nous a mis, une camisole de force. Si on ne change pas les règles, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas se développer. Qu'on soit petit ou grand, on a la même camisole, même taille. Donc si c'est un L, quand tu es XL comme moi, mais tu ne peux pas rentrer là-bas, c'est pas possible. Quelle que soit ta volonté et tes efforts, c'est impossible.
Ce sont les mêmes règles qui ont été fixées depuis Bretton Woods. Nous n'étions pas là, nous n'étions pas indépendants, nous étions sous d'autres drapeaux. Donc nos préoccupations ne sont pas réellement prises en compte par ces institutions. Ça, c'est la vérité. Maintenant, on a le courage, on le dit, on n'a pas le courage, on se tait, mais c'est clair que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Parce que nos réalités ne sont pas prises en compte, ni par les agents de notation, ni par ceux qui décident. Alors, l'OCDE, je l'ai dit au moins, quand on vous dit on va acheter, mais c'est dans votre intérêt de faciliter les conditions du crédit. Moi, vous allez exporter, vous allez vendre. Nous, on va importer et acheter, et ensemble, on construit le développement. Je suis invité par l'OCDE, je serai à Paris au mois de juin, pour effectivement porter cette voie, changer avec les pays partenaires ces règles sur la durée de crédit, sur les conditions du crédit, sur les garanties qui sont exigées. Donc, avec la pérennisation de la réduction temporaire de 15% qui sont exigés aux pays qui ont des problèmes de recettes et qui ont du mal à donner ces 15%, alors qu'on aurait pu se contenter au moins pour les achats publics de 5%, de façon à ce qu'on puisse agir immédiatement et qu'on ait des durées sur 20 ans quand même. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous ne pouvez pas construire un chemin de fer, on vous dit vous le remboursez sur 10 ans, ça n'a pas de sens. Vous faites une centrale hydroélectrique, on vous prête sur 12 ans, ce n'est pas possible. Donc voilà la réalité. Il nous faut discuter et il faut que les assureurs acceptent, lorsque nous prenons 5% d'acompte, d'avance de démarrage, disons, qu'on puisse vraiment débloquer les crédits afin que nos pays puissent s'orienter vers la construction de leur développement. Je pense que cette décision temporelle pourrait être admise et il convient au moins de prolonger de quelques années supplémentaires comme mesure d'accompagnement les besoins que l'Afrique pose. L'Afrique ne parle pas d'aide comme vous le constatez. On parle de partenariat. En réalité, l'aide ne permet de régler aucun problème. Mais au moins qu'on discute sur les conditions d'accès au crédit et d'accès au marché financier dans des conditions que les pays développés utilisent. Alors, c'est pourquoi nous avons plaidé pour l'allongement des maturités des prêts de l'OCDE pour une meilleure adéquation avec la durée d'exploitation des infrastructures financées par ces crédits import-export. Ça, c'est une forte demande de l'Afrique. Et il nous faut en même temps insister sur la nécessité de corriger les critères d'évaluation du risque d'investissement en Afrique pour une notation plus juste et donc des primes d'assurance moins élevées. C'est une exigence d'équité pour nos pays. Et je signale à ce titre que le rapport 2022 sur le financement du développement durable a pointé du doigt les limites des méthodes d'évaluation des agences de notation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport d'évaluation qui a été fait. Et l'étude établit clairement un parallèle entre la sévérité des agences vis-à-vis des pays du Sud et leur relative mansuétude à l'égard des nations riches. Le rapport, et je le cite, les pays développés qui ont connu une augmentation de leur dette et un ralentissement économique beaucoup plus important ont largement échappé aux dégradations. Ils ont largement échappé aux dégradations, ce qui renforce bien sûr leur accès à un financement de marché abondant et abordable. Le rapport insiste, et là aussi je cite, l'importance de méthodologies transparentes afin de ne pas miner la confiance dans les notations. Cela remet également en cause la défiance des agences vis-à-vis de l'initiative de suspension du service de la dette, la fameuse initiative. Dès qu'un pays dit « je vais aller vers cette initiative », vous êtes feu rouge. On vous l'ordonne et on commence à vous dégrader. Par la seule intention de vouloir
aller vers ce mécanisme de suspension du service de la dette. Alors, on met la mise sous surveillance des notations de plusieurs pays africains en amont de leur participation à cette initiative, ce qui naturellement contribue à augmenter la perception du risque sur ces pays. Et je signale que ce rapport a été réalisé par une soixantaine d'institutions multilatérales, dont le Fonds monétaire international, donc ce n'est pas moi qui le dis, la Banque mondiale, le comité de Bâle sur la supervision bancaire, l'Association internationale des régulateurs de l'assurance et le Conseil de stabilité financière. C'est eux qui le disent. Il y a une asymétrie. Et personne ne peut soupçonner ces institutions de complaisance. Un autre enjeu de financement réside également dans la justice fiscale, notamment dans le secteur extractif, secteur minier, secteur pétrolier et gazier, en mettant fin aux congés fiscaux indus, holiday tax. Comme partout ailleurs, l'exigence du paiement de l'impôt là où la richesse se crée doit être plus effective en Afrique. Et si on nous paye les taxes dues, évidemment, on n'a même pas besoin d'aide publique au développement. Et c'est un enjeu de plusieurs milliards par an. Et une opportunité de croissance et de prospérité pour nos pays. Je n'oublie pas la question essentielle de la simplification des formalités et procédures, là aussi liées aux conditions de financement des projets. Les procédures et formalités ne doivent pas être des barrières pour l'accès au financement. Au-delà même du souci que nous devons tous partager de respecter les règles de transparence et de bonne gouvernance. Au demeurant, il n'y a pas de contradiction entre la diligence et l'exigence de transparence. Et vous êtes ministre des Finances et de l'Économie, vous savez que dans vos pays respectifs, en tout cas les miens sont là, en général, les bailleurs d'ailleurs nous disent, vous ne décaissez pas assez, les taux de décaissement sont faibles. Et pourquoi ils sont faibles? Non seulement il y a les procédures avec les codes des marchés qui nous ont été suggérés très gentiment, et sur lesquels, évidemment, on doit veiller dans le respect absolu, mais c'est en fait, les taux de décaissement sont faibles parce qu'il y a le déficit tout le temps. Les ministres des Finances, ils ont un cadran, ils sont obligés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils bloquent l'utilisation par plusieurs mécanismes. Parfois, c'est une erreur au début, on reprend la procédure, donc le temps que... parfois, il faut renégocier le fonds, le déficit, parce qu'il y a la mission qui va arriver dans 3 mois, etc. Mais pendant ce temps, évidemment, à la fin de l'année, on se retrouve pour les meilleurs à des taux de 20%, 21%, et on est heureux quand on a ce taux. Voilà le problème. Alors que nous devons aller en marche forcée vers le développement. Nous devons accélérer tout ce que nous faisons. Comme un avion qui décolle, il met plein gaz. L'Afrique a besoin d'énergie, de finances pour avancer. Mais avec tous ces critères, en réalité, on ne peut pas décoller. Et c'est ça la triste réalité. Alors, parfois, on a pu obtenir de certains partenaires quand même qui acceptent d'avancer avec nous au même rythme. Et je voudrais donner quelques exemples au Sénégal, puisque nous avons réalisé quelques grands projets, dont celui du train express régional, que nous avons exécuté en 5 ans, entre le début et l'inauguration et l'exploitation commerciale. 5 années pour un projet complexe, sur lequel nos partenaires nous ont accompagnés dans nos procédures. Il faut le saluer. C'était le groupe de la Banque africaine de développement, la Banque islamique et l'AFD, l'Agence française de développement et le Trésor français. Nous l'avons fait puisque nous avons démarré le projet en 2016, en 2021, fin 2021, début 2022, le projet est inauguré et le train, il circule. Le pont Nelson Mandela de Foundiougne, etc. Le projet de bus transit rapide avec la Banque mondiale, etc.
Et les autoroutes avec la Chine, bon, personne ne veut plus citer maintenant la Chine, mais c'est ça la réalité. Nous avons un partenariat diversifié. J'ai dit qu'au Sénégal, nous sommes ouverts à tous les partenariats féconds. Pas d'exclusivité, pas d'exclusion. Pourvu que ça nous arrange et ça arrange le partenaire. Et nous avons besoin de tous nos partenaires, les plus anciens, les traditionnels, mais aussi les nouveaux qui nous donnent des opportunités qui soient positives par rapport à nos intérêts vitaux. Donc, cela a permis de changer, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal, un peu le visage physique du pays, puisque c'est l'axe premier du plan Sénégal émergent, la transformation structurelle, et je crois que Peter a fait une démonstration sur l'infrastructure, encore que je suis convaincu que le retour sur investissement est plus important en Afrique qu'ailleurs. C'est ça la réalité. En tout cas, ceux qui font de l'investissement en Afrique récupèrent parfois 4 fois plus leur investissement dans un délai très inférieur. Et je sais que le Sénégal n'est pas seul dans cette mouvance. Ces exemples sont partout en Afrique et partout il y a une dynamique aujourd'hui d'émergence sur le continent, malgré les problèmes qu'il y a ça et là, ça ne peut pas manquer. Alors, et nous sommes respectueux des exigences de bonne gouvernance et cela ne devrait pas constituer des entraves à la diligence dans le financement et l'exécution des projets. Avec des partenaires de bonne foi, finalement, tout est question de volonté politique et de confiance mutuelle, mais aussi de respect des engagements convenus. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui relèvent de notre responsabilité en tant que pays africain, et comme l'amélioration des politiques publiques, ça relève de nous. Et la manière de rendre ces politiques publiques plus aptes à mobiliser des ressources intérieures, mais aussi des ressources extérieures. Et dans ce cadre, nous devons améliorer, bien sûr, nos administrations financières, douanières, et je dois aussi saisir cette occasion pour rendre hommage à mon administration financière, fiscale et douanière, mais aussi du trésor public, puisque je sais combien d'efforts ont été faits pour passer de 2200 milliards en 2012 à mon arrivée à aujourd'hui 5500 milliards de budget. C'est multiplié par 2,5 le budget en 10 ans. Donc c'est la somme d'efforts dans la collecte des impôts. Bien sûr, on peut améliorer, on peut encore faire beaucoup plus, mais il y a eu un progrès qui a été fait et je voudrais saluer les ministres qui l'ont fait, mais surtout les administrations derrière qui ont permis ces performances. Je voudrais, à l'échelle sous-régionale et à l'échelle surtout du continent, il convient de promouvoir davantage le commerce intra-africain. On l'a dit, avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, cela devrait aider, à condition d'abord que les pays membres de la ZLECAf appliquent les textes et ne créent pas des obstacles liés au transport transfrontalier par des tracasseries et autres pratiques indues, évidemment, qui rendent le commerce entre nous difficile. À ce propos, il faut également dire que l'absence d'infrastructures entre nos pays est un facteur de blocage de la ZLECAf, puisque si vous ne pouvez pas vous rendre du Sénégal au Mali rapidement par le chemin de fer, ou bon, par ces temps c'est un peu difficile, mais j'espère que ça va quand même évoluer très bientôt. Il faut que ça évolue. Il faut qu'on développe les infrastructures de communication en Afrique. Il faut des chemins de fer sur le continent, il faut des routes. Si on ne fait pas cela, on ne pourra jamais se développer. Donc l'infrastructure de base, c'est le chemin de fer, c'est la route. Et la ZLECAf ne peut pas prospérer uniquement avec des plateformes numériques. Après, les marchandises doivent bouger quand même. Il faut du hardware. Et ce hardware, aujourd'hui, il faut que les partenaires acceptent de le financer avec nous. Alors, je salue, dans cette perspective qu'on vient de dire, l'initiative Union africaine, CEA, Afri-Exim Bank, et ZLECAf. Nous avons vu une vidéo tout à l'heure
mettant en place cette plateforme sous le nom de ATEX, qui a été une plateforme efficace pendant la Covid sur l'achat groupé de vaccins, etc., de produits de lutte contre la Covid, etc. Et je voudrais donc encourager vivement la pleine opérationnalisation de ce mécanisme de facilitation du commerce électronique que nous avons d'ailleurs expérimenté dans le cadre de la lutte anti-Covid. Je félicite la CEA, Afreximbank et aussi tous ceux qui prennent part, la ZLECAf, à cette plateforme. Je voudrais, au fond, et au-delà des considérations financières et macroéconomiques, d'une certaine façon, je voudrais saluer le financement de nos économies et surtout saluer leur capacité de résilience par rapport au choc extérieur. Parce que nous sommes des durs, résister à cette Covid et résister aux effets de la guerre en Ukraine, il faut vraiment être résilient pour encore rester là debout à faire face. Mais l'Afrique est résiliente. Ce n'est pas pour rien qu'on est berceau de l'humanité, on est encore là. Et on sera là pour l'éternité. Donc on va être résilient, on sera là pour raconter toute cette histoire à nos petits-enfants. Voilà comment l'Afrique a pu marcher ensemble pour affronter tous ces délits, tous ces défis. Voilà ce que je voulais dire, mais je terminerai simplement par un mot en ce qui concerne le BTS, parce que c'est une préoccupation et même une obsession, puisqu'au mois de janvier, février, à l'Union africaine, nous avions pris une résolution dans laquelle nous avons demandé la réallocation. Et nous avions dit qu'il fallait qu'une partie de cette réallocation aille à la Banque africaine de développement, qui était une banque AAA, qui pourrait faire un effet levier, donc un leverage, pour augmenter et fructifier une partie. Bien sûr, il y a ce qui va au Fonds monétaire et tout ça. Et il appartenait à la BAD aussi dans cette perspective de faciliter le refinancement de certaines institutions financières africaines. Je salue ici Afreximbank, mais je salue la BOAD qui est là, présente, une banque de développement au sein de l'UMOA et toutes les banques de développement de nos communautés économiques régionales africaines. Elles ont besoin de recapitalisation, elles ont besoin d'être accompagnées et je souhaite que la Banque centrale, qui est déjà l'actionnaire de référence, qui a fait beaucoup d'efforts, puisse continuer à soutenir la BOAD et que nous, États, nous puissions également contribuer à renforcer les moyens de nos banques de développement afin qu'elles puissent répondre à nos besoins de financement de nos économies. Voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. Je voudrais maintenant déclarer simplement ouverte cette édition de la conférence des ministres des Finances, de la Planification et de l'Économie de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, et je vous remercie de votre aimable attention.